Merci à tous et à toutes de venir dans ce nouveau webinaire qui est un peu particulier puisque nous lançons, un nouveau guide, le guide de la multimodalité dans les CFA. Tout de suite, en introduction, je vais donner la parole à Joël Ruiz, le président, du FOD, pour un peu nous présenter cette, nouvelle publication. Et puis ensuite, nous ferons, un tour, des différents sondages qui ont été faits en amont avec Loïc Tournedoët et puis nous vous présenterons ensuite un peu le déroulé de ce webinaire et puis avec une parole des sponsors qui ont bien voulu soutenir ce guide et que nous remercions chaleureusement. Mais Noël, je te laisse, la parole. Bien, merci Aurélia. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est le propos liminaire du président. Je vais essayer d'aller un peu vite, mais je crois quand même que c'est intéressant de mettre en contexte ce guide multimodalité CFA. D'abord parce que c'est le fruit d'un groupe de travail du FOD. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de sorties de production du FOD là, ces dernières semaines autour de l'hybridation des filières de formation, le dispositif hybridation, un guide sur Calliope et la multimodalité. Et celui-là, il vient dans la suite des productions de nos groupes de travail qui avaient été lancés il y a un an et demi. Alors, pourquoi multimodalité et CFA? Vous l'avez tous compris, vous le savez tous. D'abord parce que la réforme, suite à la loi Avenir professionnel, a largement ouvert la mise en œuvre de l'apprentissage. On est, aux dernières nouvelles, à 837 000 apprentis. Un développement sans précédent de ces dernières années. Et en parallèle, on a aussi eu la levée avec cette loi ce qui restait comme barrière juridique et institutionnelle à la mise en place de parcours de formation multimodaux, enfin autres que le présentiel. Tout ça a permis une accélération de l'hybridation digitale dans tous les secteurs de la formation professionnelle. Et c'est vrai que c'est une transformation un peu sans précédent qu'on a vécu du secteur et singulièrement du marché de la formation en alternance. On sait tous que ce succès n'a pas été sans difficulté dans l'ajustement des dispositifs. Un certain nombre de dispositifs ont été un peu bricolés dans l'urgence, notamment lorsqu'on a eu le problème de la crise pandémique. Aujourd'hui, on sait que dans le monde de l'alternance, il y a une volonté des pouvoirs publics de réguler un peu plus fort le secteur. Nous, notre chantier, il avait pour vocation de dire, mais la multimodalité, elle traverse le monde de l'alternance, elle traverse la pratique pédagogique des CFA. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est un mécanisme, un dispositif qui est encadré d'une façon particulière, l'apprentissage. Comment la multimodalité rentre dans ce contexte-là et comment ça vous permettrait, avec ce type d'outils, d'interroger la stratégie digitale que vous portez, soit en tant que CFA ou organisme de formation en alternance, soit en tant que financeur de l'alternance. Et donc, nous, au niveau du FOD, qui, je vous le rappelle, est le Forum des acteurs de la formation digitale et fait référence en matière de formation digitale, d'innovation autour de ce qui est l'accompagnement de l'écosystème et de sa transformation, on a considéré que c'était le moment ou jamais de mettre à votre disposition un outil le plus complet possible autour de cette question. Alors, tout de suite, je voulais aussi remercier nos sponsors, l'UPEC, IMAG et Ingenium, qui ont bien voulu apporter leur soutien pour la promotion du guide multimodalité, du guide pratique sur ce sujet-là. C'est important pour nous. Il faut savoir que le FOD est une structure sans objet lucratif qui ne vit que par la cotisation de ses membres, ou alors éventuellement avec un financement du ministère du Travail, ce qu'on a eu sur un gros projet hybride action, mais ce n'est pas l'objet. Et là, merci beaucoup aux sponsors, car tout cela va nous permettre d'améliorer la promotion de ce type d'outils qui, nous en sommes convaincus, vont faciliter le travail de tous ceux qui souhaitent hybrider les filières de formation, utiliser les multimodalités un peu plus dans le monde de l'alternance. Alors, c'est pas simple. J'ai encore été hier soir à une rencontre sur ces sujets-là et je discutais avec des professionnels du secteur qui me disaient: «Oh, nous, hybrider la formation en matière d'apprentissage, on n'est pas très chaud parce que ça pose le problème de l'autonomie des publics».
Et donc, c'est intéressant de les entendre parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le marché de la demande individuelle, on n'est pas sur des publics que sont les publics des salariés d'entreprise, on est sur les publics de l'insertion. Et donc, la question pourrait se poser. Alors, nous, notre conviction, c'est que pas du tout, au contraire, nous sommes convaincus que la multimodalité est un moyen absolument performant dès lors qu'elle est mise en place, déployée, avec un certain nombre de règles de base en termes de qualité de l'outil et aussi en termes de mobilisation des équipes pédagogiques qui doivent assurer l'accompagnement. En tout cas, j'espère qu'on sera capable de bien vous le démontrer, j'en suis convaincu, et de vous présenter toutes les facettes de la question. Voilà, je ne vais pas être plus long et je vais immédiatement repasser la parole à Loïc pour, je crois, nous présenter les sondages. Loïc. Merci Joël. Bonjour à tous. Effectivement, comme à chaque fois, d'abord bienvenue dans ce webinaire. Comme à chaque fois, maintenant, en fait, on vous présente en introduction deux sondages qu'on vous propose en amont du webinaire pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes par rapport à la problématique qui va être abordée. Donc là, effectivement, on vous a posé deux questions. La première, en fait, c'était plus finalement, où est-ce que vous en êtes sur ce sujet-là? Et on voit clairement que finalement, quelque part, il y a un peu, si on peut le dire comme ça, il y a trois camps, un peu en lien avec ce que vient de dire Joël. En fait, il y a ceux qui croient fermement depuis un certain temps, depuis longtemps quelque part, et qui un gros tiers des répondants qui ont déjà commencé à digitaliser leur offre et à mettre de la multimodalité dans leur CFA. Il y a une deuxième partie des répondants qui nous ont dit finalement que c'est plutôt la situation de la pandémie qui les a un petit peu forcés à accélérer le mouvement. Et puis il y a encore finalement quelque part presque un gros tiers en fait de gens qui soit qui se posent des questions, soit qui sont un peu sceptiques, comme le disait effectivement Joël. Donc on voit bien que effectivement qu'il y a différents types de situations et on espère que effectivement ce webinaire va vous donner plus d'éclairage sur la chose. Le deuxième sondage, si on veut passer à la deuxième planche, Nathalie, merci, était plus abordé, vous posez plus la question de OK pour finalement digitaliser ou mettre de la multimodalité dans un CFA, il y a plusieurs sujets, plusieurs problématiques à traiter, peut-être dans cet ordre-là ou peut-être dans un ordre un peu dispersé, peu importe. En fait, c'est quel est pour vous le sujet le plus crucial ou prioritaire? Et effectivement, donc là, tout le monde est reparti des besoins en disant effectivement, ça semble assez logique, mais effectivement, il faut bien chaque CFA peut-être est différent à sa spécificité, donc il faut toujours repartir des besoins. Même si il y a d'autres items effectivement à ne pas oublier, comme effectivement impliquer, former le personnel, accompagner le changement en fait auprès des formateurs, ou aussi bien entendu comment dire sélectionner les outils ou bien communiquer auprès des apprentis. Mais on voit effectivement que c'est assez surprenant ce 4% là sur la sélection des outils, ça montre bien qu'effectivement, OK, il y a plein d'outils, mais c'est pas ça le plus fondamental, c'est vraiment la démarche, l'accompagnement du changement, et c'est ce que j'espère on va avoir au cours de ce webinaire. Donc la suite, en fait, on va laisser les sponsors dire un petit mot et ensuite on va aborder quatre thématiques en fait. Je vais les lister là vite fait, mais en fait après chaque des intervenants se présenteront. On va aborder donc d'abord la question de la stratégie. Ensuite, il y aura un deuxième point sur tous les aspects juridiques. Après, on verra ce qui est ingénierie pédagogique et on terminera par le modèle économique. Donc voilà. Donc je passe la parole au sponsor. Alors un petit mot en commençant peut-être par Claire. Petit mot, Claire. Alors du coup, pourquoi Ingenium a-t-il souhaité soutenir cette publication du guide? Et puis ensuite, je donnerai la parole à Marc Ponsin sur le même sujet et puis à Monsieur Christophe Viera. Claire, c'est à toi. Oui, merci Aurélia, merci à tous. Donc Claire Bernago, je dirige Ingenium Digital Learning et on est spécialisé dans la digitalisation de la formation depuis 20 ans. On a choisi de supporter ce lancement pour deux raisons. D'abord parce qu'on a beaucoup de CFA dans nos clients avec des niveaux de maturité très différents et on l'a vu au début dans le sondage et c'est ce qu'on constate aussi. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée de lancer ce guide. Et puis la deuxième raison, c'est parce que on connaît aussi une partie des concepteurs et on était convaincus que ce guide serait pratique et utile. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais je pense que c'est vraiment une belle initiative et on est heureux de supporter ce projet. Je te remercie, Claire.
On vous remercie de votre soutien à tous, hein. Et donc Marc, qui est du coup responsable de service formation continue à l'UPEC, Université Paris-Créteil, et également administrateur du FOD. Bonjour à toutes et à tous. Ben, merci au FOD en tout cas de nous avoir donné cette opportunité. Et comme ma collègue qui vient d'intervenir, effectivement, nous, on a surtout tenu à, je dirais dans un premier temps, en tout cas, à soutenir l'apprentissage. Aujourd'hui, l'Université de Paris-Créteil donc, a son propre CFA, plus 13 CFA partenaires externes, et on a quelques 3500 apprentis sur 140 formations différentes. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu pour nous important. Et effectivement, à l'intérieur de cela, il y a l'enjeu de l'hybridation et du distanciel, avec notamment un projet spécifique en partenariat public-privé qui s'appelle e-Université. Alors, il y aura dans certaines formations de l'hybridation, mais sur ce projet plus spécifique d'université, là, il s'agira de diplômes qui seront complètement en distanciel pour des raisons stratégiques. Donc voilà, et tout ça, ça dessert des formations dans le droit, l'économie, la gestion, les sciences humaines et sociales, les technologies, la santé. Aujourd'hui, il commence à y avoir de l'apprentissage dans la santé, pas dans les formations purement médicales, mais dans des formations parallèles et dans tout ce qui est paramédical. Voilà donc, et merci au FOD et nous soutenons ardemment le développement de ce projet terminé qui va vous être présenté. Christophe, pour IMAG. Alors pour IMAG, bonjour à toutes et à tous. Donc Christophe Viera, je suis responsable de la communication et du marketing au sein de l'entreprise. Donc IMAG qui édite des solutions logicielles que vous connaissez bien à destination des CFA, OF ou FA. Donc avant toute chose, effectivement, justement au nom de l'entreprise, moi je tiens à remercier le FOD et notre voisin dijonnais Cellform, sous le soleil, effectivement, de nous avoir donné l'opportunité d'être présents au sein de ce livret sur le modèle économique, hein, qui fait particulièrement sens à l'heure où la transformation digitale, elle ne cesse effectivement de s'accélérer. Pour nous, ça a clairement été une évidence de soutenir la production de ce guide, au vu de la mission d'IMAG, qui est, comme vous le savez, d'accompagner l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans la digitalisation de leur processus. On a très, très fortement accéléré sur ce volet-là depuis quelques années, notamment nos travaux avec les OPCO, nos travaux d'interconnexion, de numérisation avec les acteurs en place, avec l'écosystème. Donc voilà, ça nous a semblé tout à fait évident de participer à la production de ce joli guide qui sera, à n'en pas douter, un bel outil à la disposition de toutes et tous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on a souhaité aussi faire une petite planche hein, pour, voilà, sur les contributeurs parce qu'ils ont été très, très nombreux. Donc, comme l'a dit Joël, il faut rappeler que c'est quand même beaucoup de temps consacré, du temps bénévole consacré par nos adhérents pour participer au groupe de travail, aux différents sous-groupes qui ont été pilotés. Et donc, vous voyez là la liste des contributeurs et la diversité des structures aussi hein, qui ont participé à ces travaux. Passons à la suite. Donc, écoutez, on commence partie 1. Donc, on a divisé effectivement le temps de parole pour chacun des pilotes des groupes. Donc, la partie 1, c'est stratégie digitale et pilotage. Donc, nous donnons la parole à Christophe Jourdain et peut-être Christina, si elle arrive à nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Ah, bravo Christina. Je vous ai rejoint il y a une seconde. Très heureuse de te voir. Donc, c'est à vous. Tu arrives à point nommé. Christophe, je commence du coup, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie. Pardon, je suis tellement contente de pouvoir parler et vous voir que je t'ai coupé la parole. Je vous prie de m'excuser. Donc, c'est Jean-Luc Povrier qui a piloté ce groupe de travail. J'ai été apprenti copilote de la part de l'IFA Marcel Sauvage. Et donc, notre groupe de travail a œuvré sur la stratégie et le pilotage.
Et puis, en quelques mots, j'ai repris une formule qui s'est imposée dans nos premiers échanges, puisque la crise sanitaire est apparue comme une évidence dans les sujets qu'il fallait aborder dans ce groupe de travail. Eh bien, le syntagme qui est écrit en orange de la débrouillardise à la stratégie multimodale, je pense qu'il reflète bien ce qui s'est passé et les étapes que nous avons vécues à cause ou grâce à la crise sanitaire, de la crise sanitaire. Donc, dans ce chapitre, vous allez avoir un point sur ce que nous avons acquis de bon pendant cette période où le distanciel s'est imposé à nous tous. Et nous avons pu voir que c'était surtout des acquisitions techniques et des montées en compétences techniques, des outils pour mettre en place le distanciel, mais également, force était de constater que ce bon côté de montée en compétences technique, technopédagogique, on va dire comme ça, avait aussi un penchant plutôt un bémol avec un renforcement du descendant, puisque en visio, on est tenté peut-être à envoyer plus d'informations qu'à chercher à en recueillir. Une perception négative du numérique également, forcément, au bout de quelques mois d'isolement et de contact uniquement par le numérique ne nous apporte plus que ce qu'il a de meilleur, et bien évidemment la fatigue aussi qui était évoquée. Donc voilà un peu, vous allez retrouver un point sur ce que la crise sanitaire a eu comme conséquence, de bon et de moins bon. Et ensuite, la question qui s'est posée, c'est suite à cette période de survie, de mise en place de stratégies de débrouillardise, comment on allait passer à la stratégie multimodale. Et là, je vais vous donner juste des graines d'informations pour vous laisser le plaisir de découvrir ce guide, parce que évidemment, on s'est posé la question: qu'est-ce que digitaliser la formation? Est-ce que faire une super vidéo, c'est faire de la digitalisation? Est-ce que parsemer des podcasts, son parcours de formation, c'est faire de la digitalisation? Vous allez donc retrouver des questions dans le guide. Et puis aussi, nous avons détaillé les étapes de la réalisation d'un projet avec un point qui est laissé pour l'outil hybride action, duquel peut-être Aurélia dira un mot ou Christophe tout à l'heure, qui est un excellent outil de positionnement sur la stratégie digitale et la digitalisation des organismes de formation. Eh bien, je vais finir par le dernier point. Ce qui a été vraiment très important pour nous, qui est ressorti de toutes les discussions du groupe de travail, c'est que on peut parler de stratégie lorsque la direction des établissements est là, lorsque la direction porte les projets digitaux et lorsqu'il y a un investissement vraiment aux côtés des équipes, non pas seulement technique, qui est important aussi, mais surtout en montée en compétences, en conduite de changement. En tout cas, vous allez retrouver dans le guide le fait que la stratégie d'établissement est vitale pour la réussite du projet digital. Je vais peut-être laisser la parole à Christophe qui va continuer sur cette idée de la conduite de changement, et je vais être à votre disposition pour des questions tout à l'heure. Merci Christina. Oui, en effet, il nous a semblé important de rajouter ce qui n'était pas le cas dans le premier guide, hein, cette notion de conduite de changement, parce que finalement, les projets de digitalisation entraînent des changements profonds dans les structures, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'en effet les directions soient présentes, mais il faut bien avoir en tête que ce sont des changements. Ils amènent des modifications de posture, de compétences, mais aussi d'organisation, parfois de valeurs, hein, de valeurs même, je dirais, au sein de l'organisation du CFA, de règles. Voilà, donc ces changements de rupture nécessitent un accompagnement particulier. Alors, on rappelle quelques règles, quelques grands principes finalement de la conduite de changement, hein, mais notamment l'importance de valoriser les expériences et savoir-faire qui pourront être réutilisés
dans cette nouvelle organisation, de donner toujours une vision à chacun des acteurs de là où on va. Ça, c'est très, très important. D'y aller d'y aller à petits pas, hein, en égrénant des expérimentations, de faire participer aussi toutes les strates de l'écosystème, hein. Évidemment, il est question on parle souvent des équipes internes, mais on y met aussi aujourd'hui les maîtres d'apprentissage, les apprentis, etc., de manière à avoir tout l'écosystème qui puisse évoluer en même temps. Et puis, l'importance de monter en compétences, celles et ceux qui en ont besoin sur le numérique. Et on pense évidemment aux pédagogues d'une manière générale, mais il faut penser à toutes les équipes administratives, aux apprentis, aux maîtres d'apprentissage, etc. Encore une fois, à tout l'écosystème. Voilà. Et puis aussi, on insiste sur le fait que le changement, il peut être aussi lié à la réorganisation des salles. Aujourd'hui, il faut penser à tout cela. Peut-être se dire que demain, mettre en place la multimodalité, pardon, ça amènera, ou ça amène déjà, je dirais, à partager, à aller dans des tiers-lieux, dans des espaces publics numériques, etc. Et une dernière chose aussi sur laquelle on insiste, hein, c'est le fait que tout ce travail finalement de réingénierie doit être inscrit dans les agendas. Alors, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais c'est très, très important de manière à pouvoir se dire, il faut que ce temps soit pris en compte, éventuellement finançable d'ailleurs, hein, voilà. Et pour cela, d'ailleurs, je vous renvoie à tous les outils qui ont été mis en place dans Hybride Action, où il en est bien question, que ce soit pour la conduite de changement, où on en parle dans un diagnostic, mais aussi dans un outil de gestion de projet, et que ce soit toute la partie financement, où on remet bien l'importance, en effet, du temps homme interne, en fait, à passer sur les projets de mise en place de multimodalité. Merci, je passe la parole. Madame Coé, je crois. Marie-Hélène. Bonjour. Alors Marie-Hélène, tu as piloté du coup ce groupe de travail avec Sabrina de Galos, Sabrina, qui s'excuse, qui ne pouvait vraiment pas être avec nous aujourd'hui puisqu'elle avait une conférence. Donc toi, tu représentes le cabinet Amnios et plus particulièrement Boumendi, les consultants. Donc toutes les deux, vous avez travaillé effectivement sur le cadre légal. Alors un élément assez important puisque dans la précédente édition du guide, nous l'avions sorti avant la réforme de 2018 et cette réforme a quand même bouleversé énormément de choses pour l'apprentissage. Exactement. Merci Aurélia. Donc oui, comme le disait Joël Ruiz en introduction, le cadre légal de la formation multimodale et de l'apprentissage a été fortement modifié et a fortement évolué avec la loi Avenir professionnel. D'abord sur le volet financier, hein, puisque l'apprentissage était auparavant financé par un système de subvention et qu'on est passé à une logique de coût-contrat financé par les opérateurs de compétences. Donc, il y a eu des impacts importants de ce changement de mode de financement sur le modèle économique. On en reparlera en partie 4. Sur la création également de centres de formation d'apprentis, puisque cette création a été simplifiée avec la réforme et qu'on a eu aussi la possibilité de créer des CFA d'entreprise. Il y a eu un certain nombre d'ailleurs, plus d'une centaine d'après la ministre du Travail, de CFA d'entreprise qui ont été créés au cours des 2 dernières années. Et donc l'apprentissage est entré de plein pied, j'allais dire, dans le marché concurrentiel, dans l'activité concurrentielle de formation. Une diversification aussi d'activités pour un certain nombre d'organismes de formation qui faisaient déjà de l'alternance, par exemple dans le cadre du contrat de professionnalisation, et qui se sont intéressés au sujet de l'apprentissage. Et puis également l'entrée en application de l'obligation de certification Qualiopi. Et cette obligation de certification Qualiopi, qui, je vous le rappelle, concerne les financements publics et paritaires, elle est donc obligatoire, enfin, financement public et mutualisé au sein notamment des opérateurs de compétences, par exemple, elle est donc obligatoire pour les organismes qui font de l'apprentissage, puisque le contrat d'apprentissage est financé par les opérateurs de compétences désormais. Donc, plus de 3000 CFA à ce jour et plus de 100 CFA d'entreprise. Et comme le disait Joël également en introduction, près d'1 million d'apprentis en 2022. Donc, on a revu effectivement toute la partie sur ce cadre légal
parce que, comme l'évoquaient également les précédents interlocuteurs, il y a eu un développement des formations multimodales en apprentissage lié notamment à la crise sanitaire, mais la crise sanitaire a accéléré finalement un mouvement qui avait déjà été engagé un petit peu auparavant, mais qu'on reste dans des conditions de réalisation de ces formations qui sont encadrées par la loi, hein, puisque l'apprentissage, comme la formation professionnelle, doit obéir à des règles spécifiques lorsqu'elle est réalisée en tout ou partie à distance. Donc, cela a des conséquences pour les organismes de formation en apprentissage, à la fois dans la contractualisation de ces prestations, puisque les conventions de formation par apprentissage doivent comporter certaines mentions, et puis également sur les modalités de justification de la réalisation des actions. Donc, sur ce point-là, d'ailleurs, je laisserai Aurélia peut-être présenter cet outil. On a eu, le FOD a élaboré un outil justement pour essayer de traduire le référentiel national qualité appliqué spécifiquement aux formations multimodales. Donc peut-être Aurélia, tu veux en dire quelques mots maintenant? Oui, alors vous retrouverez aussi le lien dans la publication. Donc c'est une toute nouvelle sortie puisqu'on l'a publiée fin janvier, je crois. Donc avec un temps de réflexion et de maturation autour de, pour les acteurs de la formation multimodale, comment voilà, présenter, justifier, mettre en œuvre en fait le référentiel national qualité Calliope et quelles sont certaines spécificités hein, liées à cette multimodalité qu'il faut pouvoir traduire en termes par exemple d'éléments de preuve. Donc c'est un véritable petit guide très très pratique, hein. Donc vous avez des recommandations. Donc on a pris les indicateurs qui étaient vraiment le plus, qui étaient en lien avec les formations multimodales. Je crois qu'il y avait 19 indicateurs spécifiques là-dessus, sur lesquels nous avons vraiment travaillé sur des recommandations, voilà, des éléments de preuve qu'on pouvait proposer voilà, aux auditeurs dans le cadre de cette certification Calliope. Et puis, c'est aussi un outil hein, qui a vocation à être partagé avec les auditeurs de certification, bien évidemment. Vous le retrouverez sur le site du FOD en libre accès. Merci Aurélia. Et donc, dans cette partie sur le cadre légal de la formation multimodale, on a essayé d'être le plus pratico-pratique que possible, hein, puisque la réglementation est certes compliquée, mais l'objectif, c'est justement de la rendre claire pour les organismes de formation en apprentissage. Donc, on a successivement regardé quelles sont les obligations légales spécifiques liées à la multimodalité. J'en évoquais certaines par rapport aux conventions de formation ou à la justification des actions, mais il y en a d'autres. Quels sont les impacts sur le lieu de formation de l'apprenti? Et là aussi, on évoquait que juste avant que ce lieu peut se diversifier, ce n'est pas tout le temps. Alors, ça peut être au sein du CFA, mais ça peut être également ailleurs, dans l'entreprise, au domicile de l'apprenti ou dans des tiers-lieux, hein, les fameux tiers-lieux qui ont également tendance à se développer ces dernières années. Comment s'articule le temps de travail et le temps de formation de l'apprenti, là aussi avec des problématiques qui se posent au regard notamment du droit du travail et de l'articulation des temps de formation, des temps de travail et du contrôle de ces temps, hein, puisqu'on va être sur des formations qui ne vont pas avoir un cadre horaire strict. En tout cas, il n'est pas défini comme lorsqu'on est en temps présentiel. Comment s'organise la formation dispensée par l'organisme de formation, le CFA, et quelle est l'organisation administrative et juridique du CFA, avec notamment des questions qui peuvent être liées à la propriété intellectuelle, au droit d'auteur, au règlement général relatif à la protection des données, voilà, à des notions bien passionnantes d'un point de vue juridique et qu'on a essayé de traduire en pratique de manière à ce que ce soit opérationnel, donc au travers à la fois de références pour que vous ayez quand même les références des textes, mais surtout au travers d'exemples et de bonnes pratiques. Et on a complété ça donc, par une foire aux questions pour les adhérents du FOD, foire aux questions qui a été élaborée
en collaboration avec d'autres personnes membres du groupe de travail et qui font partie des contributeurs qu'Aurélia a présentés en ouverture. Voilà un petit peu pour le tour de cette partie. Je vais peut-être donner la parole à Myriam Henry, je crois, voilà, pour présenter le volet sur Voilà. l'ingénierie. Juste un petit point, effectivement, la FAQ sera donc disponible, hein. C'est vraiment des contenus sur lesquels vous avez travaillé dans le groupe juridique et qui sont voilà, la plus-value offerte à nos adhérents exclusivement et qui sera disponible dans leur espace membre rien que pour eux et qui devrait l'être d'ici, je dis avec bon espoir, d'ici la fin de la semaine. Et tout de suite, c'est Myriam qui va intervenir pour la partie ingénierie pédagogique multimodale. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc en fait, nous, dans cette troisième partie, les collègues contributeurs et moi-même, ce que nous on a voulu faire, c'est une boîte à outils dans laquelle vous allez trouver des pistes de réponse pour réussir l'ingénierie d'un programme de formation digitale. Alors pourquoi des pistes de réponse? Parce que au travers des échanges qui ont déjà eu lieu là sur le webinaire, vous voyez bien qu'il n'y a pas une façon de réaliser une formation multimodale, une formation digitalisée. On a vu que ça dépendait en fait de l'objectif de chacun, que ça dépendait aussi du lieu. Donc, c'est vraiment une boîte à outils dans laquelle vous allez retrouver un certain nombre de réponses à vos questions. Par contre, la première question qu'on pourrait se poser quand on veut réussir un projet de digitalisation d'une formation, c'est le fameux qui fait quoi, on commence par quoi et quel est le besoin. Donc, la première des choses à faire, et on en a déjà parlé aussi, c'est qu'il faut mobiliser une équipe avec des profils variés, avec des compétences en ingénierie pédagogique et numérique pour pouvoir assurer à minima les missions suivantes. Donc, l'administration de la plateforme, si vous décidez d'utiliser une plateforme, pour la question notamment de la gestion des licences. Pour le côté pédagogique, il y a la notion de formation des équipes pédagogiques. Il va falloir former aux animations le formateur, le tuteur, les maîtres d'apprentissage. C'est le fameux accompagnement au changement. Il y a la notion aussi de production des ressources pédagogiques, parce que pour digitaliser une formation, se pose la question des ressources pédagogiques. Est-ce que vous allez acheter des modules sur étagère? Est-ce que vous allez prendre l'option de faire des modules sur mesure? Est-ce que vous avez la capacité de développer vous-même en fait les modules de formation? Et puis après, c'est quelles ressources utiliser pour quelle activité? Tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser, qu'il va falloir se poser. Et puis l'autre question, les supports techniques et les supports pédagogiques. Alors quand on parle de support, c'est plutôt l'aide, c'est-à-dire comment on va mettre en place une assistance technique pour l'aide à la première connexion. Pour ceux qui ont déjà commencé à faire de la formation à distance, vous savez, on a souvent les appels, j'ai perdu mes accès, j'arrive pas à me connecter, je clique, ça s'ouvre pas, comment je télécharge? Donc il y a cette première notion d'assistance technique auprès de nos apprentis. Et puis après, il y a la notion d'assistance ou de suivi pédagogique. Est-ce qu'on met une assistance pédagogique, c'est-à-dire une hotline et quelqu'un qui répond, un formateur, un tuteur qui répond aux questions? Est-ce qu'on met en place un coaching, un accompagnement? Est-ce qu'on fait du synchrone, de l'asynchrone? Donc tout ça, ce sont des questions, qu'il faut se poser en fait avant de commencer. En fait, il faut vraiment poser les questions et essayer d'apporter les réponses. Autre question aussi qu'il va falloir se poser avant de commencer le projet digital, c'est comment on adapte l'ingénierie pédagogique aux habitudes et au comportement des jeunes en situation en apprentissage, pardon, parce qu'en fait, on va le voir dans la slide suivante. Et puis, ouais, dans la slide suivante, merci. Alors, attendez, excusez-moi. Donc, ce qui est important et ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est qu'on doit donner envie à nos apprentis de poursuivre leur parcours de formation, de garder leur motivation et leur engagement,
puisque dans le cadre de l'apprentissage, on a, enfin dans l'apprentissage et dans toutes les actions de formation, on a cette obligation de suivre l'apprenti. Donc, pour cela, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de définir le cadre de l'apprentissage et de bien préciser au début de la formation aux apprentis ce qu'on attend d'eux, c'est quoi l'objectif de la formation, comment on va les accompagner. C'est aussi de leur donner des repères et des moyens d'évaluer leur progression. Il faudrait, enfin, tout au moins leur proposer, c'est l'expérience en fait qui nous amène à vous dire ça, c'est proposer des modules de courte durée, donc de 5 à 10 minutes. Avant Covid, il y avait beaucoup de formations à distance qui étaient sur 1 heure, 2 heures et c'est trop. L'expérience a montré qu'au bout de 3-4 minutes, en fait, on avait un décrochage. Il faut aussi varier les activités et les outils. Donc, quand on dit varier les activités, c'est est-ce qu'on fait de la théorie en autonomie? Est-ce qu'on fait une classe virtuelle? Est-ce qu'on va mettre des travaux de groupe? Et on en a parlé tout à l'heure, la formation, elle va être accessible, c'est accessible à distance, mais ou en digitalisation depuis un centre. Les outils, c'est quoi? C'est un PC? Est-ce que c'est un téléphone? Donc, il va falloir s'adapter à l'apprenti et à ce qu'il utilise lui le plus souvent. Et puis la notion aussi de valoriser le parcours de l'apprenti. On recommande aussi de mettre un petit peu des challenges, des goodies, de valoriser tout au long de la formation, tout au long du parcours, de valoriser l'avancée du parcours, l'avancée du parcours en fait, pour toujours pareil, pour garder la motivation de l'apprenti. Donc dans le guide, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez trouver quelques pistes qui vont vous permettre en fait d'adapter votre pédagogie. Donc on conseille de construire un scénario pédagogique qui valorise l'engagement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Partir de situations réelles ou rencontrées dans lesquelles l'apprenti pourra s'identifier parce que ce sera plus facile, il y aura moins de risques de décrochage. De proposer des activités qui permettent des mises en application, c'est-à-dire faire participer l'apprenti, même s'il est en formation à distance, le faire participer pour qu'il puisse adhérer à la formation. Ne pas oublier de prévoir des feedbacks immédiats sur chaque activité. L'apprenti doit savoir s'il a apporté une bonne réponse ou une mauvaise réponse ou s'il a une bonne pratique ou une mauvaise pratique. Il faut qu'il puisse comprendre en fait s'il a des mauvaises pratiques et qu'il puisse rectifier. Ne pas oublier de planifier des temps d'activité individuels et collectifs, toujours dans la notion d'engagement, et puis planifier des temps d'accompagnement, du tutorat, du coaching, donc en synchrone ou en asynchrone. Voilà, ça c'est ce que vous allez retrouver en fait, les différents outils mis à disposition, vous allez retrouver dans le guide, dans la partie 3. Et puis l'autre question, tu peux, aller sur l'autre, merci. Et puis l'autre question, c'est comment accompagner les équipes en interne ou externe dans le projet? Donc quand on parle d'équipe, on parle de quoi? Eh ben, on en a parlé tout à l'heure, on parle du formateur, on parle du tuteur, on parle des maîtres d'apprentissage, mais aussi en fait de l'équipe administrative puisque, l'équipe administrative, dans beaucoup de CFA, c'est la personne en charge de l'administratif, qui peut suivre l'apprenti. Il y a le côté administratif et financier et il y a le côté informatique, l'assistance technique, la maintenance. Donc toute cette équipe, en fait, elle fait vraiment partie, à part entière comment dire? Cette équipe fait vraiment partie à part entière du suivi de l'apprenant tout au long de la formation. C'est vraiment un tout, hein. C'est pas seulement le tuteur ou le formateur ou le maître d'apprentissage. Et après, ce qu'on vous conseille aussi et ce qu'on a mis en avant, c'est qu'il y a 5 étapes essentielles, en fait, dans la conduite du changement. Il faut sensibiliser en fait les équipes, donc peut-être les sensibiliser en leur faisant déjà suivre, avant de se lancer dans le développement d'une formation à distance, de les sensibiliser en leur faisant suivre une formation à distance pour qu'ils soient mis en situation. Il faut pas oublier pareil de former et de professionnaliser en fait, les formateurs, les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Il faut former aux pratiques de l'animation à distance. On n'anime pas une formation à distance comme on anime une formation en présentiel. Les méthodes ne sont pas les mêmes. On peut aussi rajouter de la ludopédagogie, mais en distanciel.
Il faut accompagner et communiquer, ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment suivre les équipes, tout au long du parcours de la formation, pour les accompagner, pour répondre à leurs questions, pour répondre à leurs questions, pour lever leurs doutes et les soucis qu'ils pourraient rencontrer. Et surtout, il faut partager le retour d'expérience de chacun, échanger avec l'ensemble de l'équipe pour améliorer le dispositif, en fait. Voilà, c'est tout ça et c'est tout ce que vous allez retrouver, dans la troisième partie et vous allez retrouver une grosse partie, en fait, sur l'ingénierie pédagogique où on vous reprend bien les différentes étapes de la conception et de la production d'un parcours de formation digitale. On vous explique bien qui fait quoi et comment et en vous proposant un certain nombre d'outils à utiliser en fonction de vos besoins et en fonction de l'analyse que vous aurez faite au tout début du projet. Voilà. Olivier, Olivier Kirsch, pilote du groupe de travail lié aux questions économiques. Olivier Kirsch, c'est à toi. Tu peux mettre ton micro. Voilà, écoute, avec le micro, ce sera mieux. Bonjour à tous et tout d'abord, un grand merci aux collègues qui, avec moi, se sont joints dans ce groupe de travail. On était une petite dizaine et ça a nécessité pas mal de réunions. Donc, nous allons terminer par la problématique, on va dire, économique du financement des formations multimodales. Ce n'est pas forcément la plus intéressante, mais malgré tout, elle est indispensable parce que sans ces moyens-là, ce sera difficile à faire. Un premier point sur lequel je voulais revenir, qui est issu en fait de la réforme de 2018 dont notre collègue parlait tout à l'heure. Il y a donc un changement puisque aujourd'hui, le financement des CFA nous arrive par les OPCO à condition qu'il y ait un apprenti et un maître d'apprentissage. Et puis pour certains d'entre vous, je pense même pour de nombreux d'entre vous en CFA, vous avez pu constater qu'on est dans une période de changement de paradigme. Il y a encore 3-4 ans en arrière, la problématique concernait la recherche d'entreprises qui accueillaient des apprentis. On est plutôt aujourd'hui dans une situation où les entreprises sont en demande d'apprentis et où on a des difficultés à trouver des apprentis. Donc, il y a une vraie problématique de sourcing. Et si vous n'avez pas d'apprentis, vous n'avez pas de financement pour votre CFA. Alors, vous allez me dire, c'est un peu loin de la problématique de la multimodalité. Eh bien, pas totalement, puisqu'en fait, la multimodalité devrait permettre d'améliorer l'appétence pour les formations que peuvent avoir les apprentis. L'idée étant donc de s'inscrire, je dirais, dans les nouveaux moyens d'information et de formation, et la multimodalité peut y concourir. Donc voilà pour ces quelques éléments de contexte. Je pense qu'il ne faut pas les oublier quand on met en place une stratégie de formation multimodale qui peut vous permettre d'avoir plus d'apprentis dans votre établissement. On a ensuite travaillé dans cette quatrième partie du guide sur à la fois les postes de charge. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais on a également travaillé, bien évidemment, sur les financements qui étaient possibles pour contribuer à la prise en compte de ces postes de charge. On a travaillé à la fois sur les financements en termes de fonctionnement, mais également en termes d'investissement, avec les problématiques d'amortissement de ces investissements. Alors, bien évidemment, les financements possibles qui ont été identifiés sont ceux qui étaient disponibles à la date où on a fait le travail. C'est des choses qui évoluent en permanence, mais je crois, Aurélia, que sur l'action hybride action, il y a une actualisation régulière de ces données-là. Donc, n'hésitez pas à vous référer aussi au dispositif hybride action. On peut passer à la diapo suivante, où je voulais simplement revenir. Voilà, alors vous avez sur la partie gauche le plan de ce chapitre 4, et on va voir apparaître, Nathalie, si on peut appuyer, voilà, tout à fait, un exemple que j'ai choisi de sortir de ce guide, parce que c'est quelque chose sur lequel il n'est jamais très facile d'avoir une estimation du montant de ce que ça peut représenter. Et donc, ce que je voulais illustrer ici, c'est au travers de ce tableau, donc que vous retrouverez dans le document, la prise en compte du temps homme. C'est-à-dire qu'en fonction de la stratégie multimodale qu'on va retenir,
Est-ce que je fais de la formation plutôt dans mon établissement? Est-ce que je suis sur un modèle mixte, un modèle de présentiel enrichi ou sur une autre alternative de formation multimodale? Eh bien, dans chacun de ces cas, l'implication du temps homme qui sera nécessaire pour faire fonctionner le dispositif sera différente. Et vous avez ici un tableau qui vous résume un petit peu l'importance des temps hommes en fonction du dispositif pédagogique que vous allez retenir. Donc, ça nous renvoie à la stratégie dont on parlait dans la toute première partie. Donc, voilà pour un exemple. On ne va pas aller beaucoup plus loin dans les autres postes de charge. Ils sont largement illustrés dans le guide. On peut passer à la diapositive suivante, ou en appuyant là aussi sur la flèche. Très bien, merci Nathalie. Il y a un point qu'on oublie souvent. Alors, la partie charge, qui est l'obsolescence des ressources pédagogiques. On vous a parlé précédemment de la problématique de créer des ressources pédagogiques, de les prendre sur étagère ou de les créer soi-même. Sachez que ces ressources-là, très rapidement, vont, entre guillemets, se démoder, soit pour des problématiques techniques, les supports, les logiciels changent tout le temps, les sociétés qui proposent ces logiciels sont rachetées par d'autres opérateurs, le produit à ce moment-là disparaît. Donc, c'est des éléments qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que quand on fait son plan de financement à moyen terme, il faut prévoir dans la construction des ressources pédagogiques leur mise à jour. Donc ça, c'était un deuxième exemple de poste de charge sur lequel je voulais attirer votre attention. Et puis, un petit exemple sur la partie des financements qui peuvent être disponibles. Là, c'est simplement un petit extrait d'un tableau qui figure dans le guide où, comme vous le voyez, on a repéré les différents financeurs publics qui existent. On a mentionné le type de financement et les mécanismes qui peuvent être mis en œuvre. Alors, on a eu la chance d'avoir dans notre groupe de travail un représentant d'un conseil régional, la Normandie pour ne pas la citer, et donc on a une actualité ou une actualisation des données assez claire et bien réalisée du côté des régions, et on avait également un représentant de la Banque des Territoires qui a mis en avant, vous le trouverez dans le guide, les dispositifs spécifiques que la Caisse des dépôts peut mobiliser pour vous accompagner dans le financement de la construction et du déploiement d'une offre de formation multimodale. Voilà ce que vous allez donc trouver dans cette quatrième partie du guide. Et puis, je crois que si vous souhaitez aller plus loin, mais je pense qu'Aurélia en parlera après moi, on a un programme de masterclass à venir qui nous permettra de peaufiner un peu ces approches-là. Merci Olivier pour la transition habile et fine. Voilà, avec un aperçu déjà effectivement sur tout le modèle économique, qui est une des grosses parties de ce guide, avec un travail aussi de répertorier l'ensemble des dispositifs. Et effectivement, nous avons également une cartographie en ligne dans le dispositif Hybride Action qui reprend une partie de ces dispositifs de financement. Voilà, vous avez vu, c'est un énorme travail fait par nos contributeurs et nos pilotes. Voilà, travail bénévole, on tient toujours à le souligner. Et nous, ce qu'on vous encourage, si vous êtes intéressé par ces problématiques de digitalisation de l'apprentissage, venez nous rejoindre au FOD. On est une association qui se développe, qui se dynamise, plus de 200 structures. Voilà, ils ont l'air plutôt heureux, ceux qui sont parmi nous aujourd'hui, donc venez nous rejoindre. C'est aussi cette année la possibilité de rentrer dans un parcours d'intégration, donc pour tous ceux qui effectivement ont besoin de se professionnaliser sur les différents thèmes de la multimodalité, nous leur proposons pendant 6 mois d'entrer dans une communauté apprenante sur ces questions-là. Et puis également, il y a les masterclass. Alors les masterclass, ce sont différents thèmes, différents sujets liés toujours à nos questions de multimodalité, qui vont du champ réglementaire jusqu'au modèle économique, en passant par l'ingénierie pédagogique et les outils, dont on a peu parlé, mais qui sont quand même aussi un peu importants quand on souhaite digitaliser, même si ce n'est pas le cœur du sujet. Donc, on crée ce catalogue de masterclass
pour accompagner les organismes de formation, mais également les financeurs, les têtes de réseau qui ont des besoins spécifiques d'accompagnement pour leur apporter des réponses à leurs questionnements. On fait ça avec des petits groupes sur des formats d'une journée séparés en 2 demi-journées, des petits groupes, de l'interactivité, des questions-réponses, des travaux collectifs. Voilà, donc si vous êtes intéressé par des masterclass, d'ailleurs une partie des gens qui seront les pilotes des masterclass sont parmi nous aujourd'hui. Voilà sur ce qu'on pouvait vous dire, mais vous l'avez déjà largement téléchargé. Je regardais les chiffres. Donc, vous pouvez télécharger le guide voilà, qui est sur le site du FOD. Donc, vous avez un QR code, vous avez le lien pour le télécharger. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, quand vous l'utilisez, à citer effectivement les sources et à demander à vos collègues de bien passer par le formulaire de téléchargement pour qu'on puisse savoir à peu près combien de personnes l'ont téléchargé. C'est aussi important pour nous d'avoir ce type de données. Est-ce qu'on peut peut-être passer à quelques questions? Loïc, est-ce que tu as vu des questions passer? Vas-y. C'est ce que j'allais te proposer, oui. J'en ai vu passer 2, 3 là. Peut-être si on les prend dans l'ordre, en fait, il y a la première là que je vois, là, c'est Gaël qui demandait en fait lors de l'intervention d'Olivier, la question qui dit en CFA ici le frein principal c'est la prise en compte du temps de préparation. Donc effectivement, comment peut-être budgéter, valoriser tout le temps préparatoire pour mettre en œuvre cette multimodalité. J'imagine qu'elle parle des ressources et des parcours, des ressources numériques et autres. Je ne sais pas si tu peux répondre ou si quelqu'un d'autre peut répondre. Alors, je ne vais pas répondre à la question, mais je vais vous renvoyer au guide parce que sur ce thème particulier, il y a plusieurs pages qui en parlent. Il y a notamment l'expérience de l'IFA Marcel Sauvage qui est citée par son secrétaire général et c'est assez intéressant de voir de quelle manière, il y a plusieurs manières, je dirais, d'aborder cette problématique du temps de préparation. Vous avez également tout un chapitre spécifique sur la partie comment je prends en compte les temps de tutorat. Est-ce que c'est du temps de formation ou est-ce que ça rentre dans une autre catégorie? Donc là, je vous renvoie au guide. Ça nécessiterait un webinaire à part entière pour être plus détaillé. Ok, merci. Du coup, il y en a une autre qui est sur un tout autre niveau, je dirais presque plus philosophique en fait, qui est en fait la question des valeurs. La multimodalité, c'est la fin du potentiel, point d'interrogation. Effectivement, comment peut-on finalement montrer que effectivement avec le digital, la multimodalité, finalement, on peut peut-être encore former plus et mieux qu'auparavant? C'est ça le fond de la question, j'imagine. Qui veut se lancer? Non, mais c'est un complément plutôt que la fin du présentiel. C'est plutôt une modalité pédagogique différente et elle vient en complément. Si je peux me permettre, ce que je vois en allant dans alors je dirais dans des organismes de formation, pas forcément des CFA, c'est que c'est aussi la manière de réinventer ce que je mettais en fait en réponse, c'est réinventer le présentiel parfois. C'est-à-dire que ça n'annule pas le présentiel, bien sûr que le présentiel existera, etc., mais c'est parfois se dire, tiens, dans une classe, je vais faire des petits groupes, il y en a qui vont travailler sur quelque chose d'autre sur, voilà, on va travailler par mini-groupes, il y en a qui vont travailler plus vite que d'autres et qui vont travailler ensemble, etc. En fait, c'est se dire, j'utilise le numérique pour faire toujours pareil de l'individualisation, et cette individualisation peut avoir lieu aussi en présentiel, quoi. Donc, je pense que ça c'est quelque chose, nous, quand on intervient, quand on intervient, important au départ, d'expliquer qu'on n'est pas en train d'annuler, en tout cas, de remettre en cause. Je vais compléter juste avec une phrase. Il faut peut-être voir un continuum entre les différentes modalités et pas mettre des frontières. Maintenant, le présentiel s'arrête là, on passe au distanciel. Et en tout cas, ça a été dit beaucoup de fois dans le chat, multimodalité signifie une variété de toutes les modalités, dont le présentiel. Le présentiel n'est plus la modalité roi ou reine, je ne sais plus, c'est une modalité parmi d'autres. Voilà, il est déchu de son statut, c'est qu'une modalité parmi d'autres. Et puis,
raisonnablement, imaginons les publics des CFA qui ont tant d'heures de pratique professionnelle à distance, ça reste compliqué. Après, on a tous les dispositifs immersifs, etc. Mais le présentiel ne sera jamais à la fin de sa vie dans les CFA, puisque le côté pratique, l'exercice du métier, s'apprend aussi dans les CFA, non seulement en entreprise. Merci. Merci, donc des modalités qui se complètent et s'enrichissent mutuellement. Peut-être une dernière, ce que leur tourne, en fait, c'est par rapport à tout ce qu'on parlait sur l'accompagnement du changement, comment aborder l'engagement des formateurs quand il y a une forme de résistance, parfois, peut-être. Question qu'on entend souvent, c'est vrai. S'appuyer sur ceux qui ne sont pas en résistance, déjà, dans un premier temps. Aller avec les bénévoles, il y a toujours des enthousiastes aussi. Il y a toujours des résistants et il y a toujours des enthousiastes. Et il y a, voilà, après, les résistants, il y a toujours des résistants à tout projet, pas que le projet de digitalisation. C'est des résistants, voilà. Il faut faire avec. Et peut-être les inscrire sur une formation à distance pour qu'ils voient les intérêts. Enfin, être mis en condition, ça peut être aussi un moyen de lever les freins, parce qu'ils y verront les avantages. Oui. Et puis surtout, si je peux me permettre, les faire participer au maximum, en fait, dès le départ, à pourquoi est-ce qu'on met ça en place, qu'est-ce qui se passe, quel est l'interne, qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Il y a souvent, il y a, comme disait Christina, il y a toujours en fait un volant de gens qui sont partie prenante. Voilà, il y a un volant de résistants. Et peut-être que ces résistants, d'ailleurs, on n'arrivera jamais finalement à les faire aller dans le bon sens. Et puis il y a un grand ventre mou finalement, et c'est ce ventre mou sur lequel on va travailler, ils savent pas trop, ils ont peur. Hein, souvent, c'est de la peur. Hein, c'est qu'est-ce que je vais devenir demain? Est-ce que mon travail va changer? Est-ce que je vais perdre en rémunération? Est-ce que je vais perdre en intérêt, etc. D'où l'importance à un moment donné de les réunir, de les mettre autour de la table, d'expliquer, de les faire parler de ces résistances, etc. Tout ça, ça fait partie de la conduite de changement. Et c'est vrai que c'est très très important finalement de les mettre autour de la table finalement, je dirais avec vous, éventuellement avec des prestataires, etc. pour leur faire comprendre et pour donner des visions. Tout à l'heure, on disait dans la conduite de changement, c'est donner des visions, se dire voilà, c'est de se dire derrière quel va être votre métier, quoi. Après, s'il y avait une règle qui marche à tous les coups. Ce serait simple, mais c'est un travail à long terme souvent. Bon, pour ce travail de conviction, je vous propose de le poursuivre en lisant les bonnes pratiques du guide de la multimodalité, puisqu'il est plus que l'heure. Hein. Il y a quand même également un bon chapitre sur cette question-là.